Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine à Sportneuf Laval, Michel et moi, on s'aventure à la découverte d'un sport en pleine expansion. On reçoit Jade de Maëvasseur qui va venir nous parler un petit peu du flowboard. Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Oui. Écoute, pour débuter, on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites exactement à Maëvasseur. Donc, qu'est-ce que c'est, là, Maëvasseur? Donc, Maëvasseur, c'est un centre de surf intérieur. Ça fait maintenant 4 ans qu'on existe, dans le fond, qu'on est installé ici à Laval. On est le premier centre de ce genre au Québec. Au Canada, il n'y en a pas encore beaucoup, donc on est quand même dans les premiers. Donc, c'est vraiment un sport qui est nouveau. C'est en pleine expansion partout à travers le monde. Et ça permet de pouvoir mélanger plein de sports de planche ensemble. Okay. Donc, ça va ressembler beaucoup à la planche à neige, au surf, au skateboard. Donc, tout ça mis ensemble. Donc, ça permet vraiment de tenter plein d'expériences sur ce type de vague-là, qui est vraiment adapté pour chacun, donc très sécuritaire. Et c'est ce qu'on appelle le flowboard, c'est ça? Oui, flowboard ou bodyboard, parce qu'il y a aussi possibilité de faire le deuxième sport qui est le bodyboard. Donc, un peu comme dans l'océan, on va être sur le ventre ou sur les genoux sur ce type de planche-là. Puis au niveau du flowboard, ce que je comprends, c'est que c'est un amalgame de différents sports de planche. Donc, c'est un sport en soi. C'est pas l'équivalent du surf sur l'océan. C'est pas l'équivalent du snowboard non plus, mais c'est plus... C'est vraiment un mix de tout ensemble. Okay. Donc, le monde, des fois, ils vont venir ici. Ah, on va venir faire du surf. Il faut nuancer un peu parce que c'est pas exactement comme le vrai surf. Donc, il y a vraiment des différences de tout. Donc, on va retrouver un peu des petits... feeling, si on veut, de chacun des sports qu'on va avoir, c'est ça, pratiqué avant, qu'on va pouvoir transférer vers ce sport-là. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est un gros mélange de tout qui nous permet de progresser rapidement. Est-ce que c'est possible d'être pratiqué par tout le monde? Est-ce que c'est une activité qui pourrait être soit familiale ou même au niveau des personnes plus âgées? Oui. Tout le monde peut en faire. Dans le fond, il suffit d'avoir une grandeur minimale de 42 pouces. Okay. Donc, j'ai des enfants de 4-5 ans qui en ont déjà fait sans problème. C'est sûr qu'à cette grandeur-là, on va y aller plus avec la planche de bodyboard. Si les jeunes ne sont pas à l'aise, nous, on va embarquer avec eux sur la planche. Okay. Donc, c'est vraiment nous qui va guider la planche. Les enfants adorent ça. Ils ont vraiment une belle expérience. Ça leur fait vivre aussi un peu ce que leurs parents vont faire avec eux. Ils vont les regarder, ils vont être jaloux quand ils vont embarquer sur la vague. Ils vont être super heureux aussi, ils vont avoir le sourire dans le visage. La personne la plus âgée qui en a fait en ce moment ici, elle avait 86 ans. Donc, elle avait 86 ans. Ou c'était une dame? Bien, j'en ai eu une autre personne aussi, un homme, qui avait, je pense, 84 ans, lui. Mais quand même. Donc, tu sais, on ne s'attend pas à ce que ces personnes-là veuillent aller sur la vague. C'est très impressionnant à regarder vu de l'extérieur, mais c'est super sécuritaire. Donc, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vague, comment elle est propulsée, c'est qu'elle est propulsée sur une toile qui est comme un trampoline. Donc, on va vraiment tomber et amortir notre chute. Donc, c'est très sécuritaire. On donne aussi toutes les consignes, justement, pour la sécurité. Donc, on pourrait avoir l'impression qu'on est comme dans un bassin en ciment, un bassin d'eau, mais ce que je comprends, c'est que c'est pas du tout ça. Non, c'est ça. Oui, il y a un bassin en dessous de la machine, mais toutes les structures où on va surfer, c'est tout mou. Donc, très sécuritaire. Puis, justement, une personne de 86 ans peut venir en faire aussi. C'est une expérience pour cette personne-là, un petit challenge qu'on va se donner. C'est vrai. Puis, c'est sûr, ils vont peut-être plus le faire sur le bodyboard, très sécuritaire, donc on est plus sur le ventre. Puis, un adulte va pouvoir se challenger un peu plus en y allant sur la planche debout. Donc, ça va vraiment permettre... en font une petite expérience de plus. Là, on va de vivre la totale au niveau de l'expérience. C'est ça, oui. Donc, si je décide, moi, c'est la fête à ma grand-mère, j'amène ma grand-mère, on s'en va chez Maëvasseur. Quelles sont les procédures, là, une fois qu'on arrive? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est super simple. La première fois qu'une personne va venir, elle va faire le cours d'introduction qu'on appelle. C'est le cours de la première fois. Ce cours-là, ça comprend un 30 minutes théorique. On va donner toutes les consignes de sécurité. Donc, comment se positionner sur les planches, comment tomber. Donc, tout ce que le monde doit savoir pour être à l'aise rapidement sur la vague.
Une fois que ce cours-là est fait, on va aller sur la vague avec notre moniteur. Et là, on va commencer sur la planche de bodyboard. Juste pour se familiariser un peu avec la vague, voir un peu c'est quoi la vitesse de l'eau pour qu'on sache un peu à quoi s'attendre. Puis quand on va se sentir à l'aise, on va pouvoir même l'essayer debout. Donc, à ce moment-là, on va vous tenir avec une corde. Donc, on va aller graduellement. Donc, on y va au rythme de chacun. Donc, si une personne n'est pas à l'aise de le faire debout, elle n'est pas obligée non plus. On y va selon ce que la personne veut. Des limites de chaque personne. C'est ça. Donc, on s'adapte vraiment à chacun. Donc, si j'ai un enfant ou si j'ai un adulte dans mon groupe, le moniteur, il est vraiment un à un avec la personne. Donc, on peut s'adapter à chacun lorsque c'est son tour sur la vague. Et ces cours-là, c'est des groupes semi-privés. Donc, c'est de 4 à 6 personnes. Donc, on essaie de restreindre ça pour justement pas avoir un nombre exagéré. Tout le monde ait un bon nombre de temps sur l'eau à chaque fois qu'ils viennent. Si, par exemple, on décide qu'on a envie de réserver la vague ou une moitié de la vague, parce que je crois que ça s'est déjà fait. Oui, c'est faisable. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce qu'il faut être un nombre minimum de personnes avant de la réserver? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est toujours préférable de réserver en tout temps, peu importe le cours qu'on veut faire. Et quand on veut faire une location de groupe, bien, il y a 2 formules. Parce que notre vague, comment elle est faite, c'est une grande vague qu'on sépare en 2, donc avec un séparateur. Donc, ça nous permet d'avoir 2 groupes à la fois sur l'eau. Donc, si on a un petit groupe, mettons, de 4 à 8 personnes, on peut louer la moitié de la vague. Donc, à ce moment-là, on va avoir une demi-heure de théorie plus 1 heure complète sur la vague. Donc, une activité d'1 heure et demie. On est avec notre moniteur en privé, donc on n'ajoute personne avec votre groupe dans ce forfait-là. Puis si on a un plus gros groupe, 8 et plus, on peut prendre les 2 côtés de la vague. Donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir 2 personnes à la fois sur l'eau. Donc, plus de roulement, donc plus d'activités, d'expériences qu'on va pouvoir faire. Là. Okay. Donc là, il n'y a pas juste des loisirs qui se passent chez Maëva Surf, parce que vous avez également des compétitions qui ont lieu. Et je crois que vous allez être l'hôte d'une soirée de filles le 22 février prochain. Vous avez également la série d'hiver qui va avoir lieu le 15 mars et le 3 mai prochain. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire partie de ces compétitions-là? N'importe qui peut s'intégrer dans une compétition. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est pas juste des professionnels là, qui vont venir en faire. J'ai des amateurs, j'ai des enfants qui peuvent en faire. On a plusieurs catégories, justement, qui s'adaptent à chacun qui veut tenter sa chance dans le sport. Donc, c'est un sport qui est jeune encore. Donc, nous, on veut pousser ça pour, justement, faire un vrai sport, que ça soit comme faire de la gymnastique ou du ski ou du snow. C'est un nouveau sport, on veut intégrer la compétition à ça. Et on a différentes formules à travers le Maëva Surf qui permet de venir se pratiquer longtemps et vraiment progresser dans le sport. Et quand on fait des compétitions, on a différentes catégories. Donc, on va avoir une catégorie pour les juniors, une catégorie de bodyboard seulement, une catégorie femmes, une catégorie hommes et même une catégorie pro pour des personnes que on va dire, bon, mais peut-être un petit peu trop bon. On ne veut pas non plus que le monde se décourage, justement. Donc, en mettant une catégorie plus amateur, n'importe qui peut s'inscrire là-dedans. Ah, ben c'est le fun. C'est ça, c'est juste une petite expérience de plus qu'on peut faire. Là. Parfait. Et puis, en terminant, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller retrouver toute l'information de Maëva Surf? Oui, sur notre site Internet, qui est maevasurf.com. Donc, toutes les informations sont là sur les tarifs, les groupes et tout. Bien, merci beaucoup, Jade. Plaisir. On va avoir la chance de parler avec Jade, l'athlète. Jade l'athlète, oui. À tout de suite. Restez bien. Allô, Stéphane Ducharme pour les nouvelles du sport. On commence avec le baseball. Alors, Baseball Laval souhaite vraiment d'élargir son bassin de joueurs. Le baseball connaît un regain d'intérêt depuis 5 ans au Québec. Alors, l'Association régionale de baseball, donc amateur baseball Laval, vit une tendance inverse. L'organisation se lance donc pour 2015 ce grand objectif de renverser la vapeur. Baseball Laval en fait une priorité cette année, alors tout comme le désir augmenter le rythme du jeu dans les catégories moustique, Pee-wee, Bantam de classe B. Alors ces 2 objectifs sont pour la saison qui s'en vient. L'année 2014 a été vraiment négative en matière d'inscription, alors que le nombre de joueurs sur le terrain était de 713 versus l'année passée avec 724 participants. Mais la bonne nouvelle, la participation des filles est en hausse. 2 équipes entièrement, les Anges, y ont pour quelque chose. Un total de 71 filles ont pris part aux activités de baseball Laval. Afin d'augmenter le rythme de match dans la classe B de catégorie baseball, Laval voulait cette année que l'association lavalloise adopte un marbre élargi pour faciliter l'apprentissage aux frappeurs et aux lanceurs. Alors, à toutes les jeunes qui veulent participer cette année sur le terrain, on veut vous voir là et on vous souhaite une bonne chance.
Cette semaine, à la chronique nutrition, Marie-France Lalancette, nutritionniste, nous parle des épices. Bonjour Marie-France. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Écoute, tu nous parles d'épices cette semaine. Il paraît qu'il y a une étude qui dit que les personnes qui consomment davantage d'épices ont un taux de testostérone plus élevé. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que tu pourrais nous aiguiller avec toutes tes connaissances aujourd'hui. En fait, c'est une étude assez récente qui fait un lien entre ces deux éléments-là. Alors, peut-être si ça vous tente de savoir quelque chose sur votre amoureux potentiel, servez-lui un repas aux chandelles un peu plus relevé. Avec des Ça épices. vous en dira un peu plus sur son degré à quel point il est aventureux, finalement. Alors, mais vous profiterez également des bénéfices nutritionnels, naturellement. Oui. Et c'est ce dont tu nous parles aujourd'hui, les bienfaits des épices. Oui, et alors, il y en a des bienfaits dans plusieurs épices. C'est difficile à résumer tout ça, mais je vais essayer de vous donner des trucs faciles, des choses qu'on peut mettre en pratique sans nécessairement se casser la tête, aller dans des boutiques spécialisées. Alors, premièrement, bien, les épices, il y a une bonne raison pourquoi les épices ont des effets anti-inflammatoires ou peut-être antioxydants, c'est parce que ces plantes-là sont des trésors de la nature, en fait, parce qu'elles doivent se protéger des envahisseurs. Alors, elles ont toutes sortes de dangers, ils ont toutes sortes de conditions d'environnement différentes et on sait aussi la diversité dans les pays tropicaux et tout ça. Donc, il y a plein de substances différentes qu'on peut aller chercher pour améliorer notre santé. Et il y a aussi plein de pigments. Hein. Quand c'est pigmenté, ça veut dire à quelque part qu'il y a un potentiel antioxydant à l'aliment. C'est pour ça qu'on recommande des végétaux plus colorés que les végétaux, justement, peut-être un peu plus neutres. Alors ici, je vais vous présenter deux catégories, finalement, de propriétés qu'on peut tirer des épices. Donc, de ce côté, il y en a d'autres, mais c'est quelque chose qui est peut-être des plus... qu'on peut cuisiner, qui sont un peu plus communes là, à l'usage. Puis c'est aussi les plus forts en potentiel, je dirais, anti-inflammatoire de ce qu'on connaît. Et antioxydants aussi? Antioxydants OK, de ça, ce ce sont les côté-ci. antioxydants. Donc, je les ai séparés en deux. Parfait. Alors, le gingembre avec son gingérol, Oui. c'est certain qu'on peut nommer cette épice, ou en tout cas cette tubéreuse, ou je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais on l'appelle une épice. Et les piments avec la capsaïcine, qui sont effectivement même utilisés dans certaines crèmes. La capsaïcine est utilisée dans les crèmes pour l'arthrite et tout ça. Alors ça, c'est certain que pour votre amoureux, c'est pas juste bon pour le piquant, c'est bon aussi pour la santé. Alors, les clous de girofle, on a de l'eugénol dans les clous de girofle. C'est ce qui fait que ça peut aider au niveau anti-inflammatoire. Et le curcuma. Alors, le curcuma, c'est une petite racine comme ça qu'on casse. Puis quand on casse ce type d'épices-là, c'est comme le curry un peu, le cumin, c'est la même famille. On les achète en poudre habituellement. Oui, bien, il y a de la curcumine là-dedans qui fait que c'est jaune. Alors, les petites poudres jaunes comme ça, effectivement, c'est un petit peu toute la même famille avec la curcumine. C'est anti-inflammatoire. Mais tu as raison que quand on peut acheter ces choses-là en poudre aussi. La différence, quand on prend des poudres comme ça, c'est certain qu'au niveau de la conservation, on a quelque chose qui est là Des depuis agents de conservation, pas mal plus longtemps. Pas nécessairement des agents de conservation, mais la conservation, c'est une durée de vie très longue. Ça peut avoir été cueilli il y a très longtemps. C'est quelque chose qui est sur les tablettes assez longtemps. Mais quand on va dans une épicerie. ça peut changer les propriétés? Par exemple, ça fait longtemps que c'est dans la petite boîte. Est-ce que ça diminue les avantages? Oui. Tu as raison, effectivement, parce que le mieux, ce qui affecte le plus les propriétés, vu que c'est la conservation, c'est de les prendre fraîches. Alors ça, c'est le meilleur cadeau que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un pour qui vous voulez garder longtemps auprès de vous en bonne santé. Parce que c'est la façon, en fait, que les propriétés sont le mieux mises en valeur. Également, quand on met un peu d'huile, c'est ce qui aide à, je dirais, à rehausser ou à faire ressortir les propriétés des épices. Donc, c'est pas pour rien que les Indiens, les autres cultures font mettre un petit peu dans leur curry, vont mettre l'huile dans l'huile au début, vont mettre les épices direct dedans au début avant même de faire cuire tout ça. Alors, tout ça, ça se tient. C'est des choses qu'on peut faire chez nous. Et du côté des anti-inflammatoires, finalement... non, excusez-moi. Du côté des anti-inflammatoires, c'est ce qu'on vient de parler. Antioxydants. Les bâtons de cannelle. Les cannelles. Beau, donc, c'est beaucoup mieux en bâton. Hein? C'est sûr qu'en poudre, c'est pas la même chose. Le poivre... On connaît bien l'ail aussi. Oui. Qu'en fait, qu'on peut rehausser également en coupant un peu d'avance avant de mettre dans notre cuisine pour en retirer encore plus des propriétés. Donc, on coupe d'avance, on le laisse au frigo, par exemple? Non, mettons, on commence par couper ça quand on fait notre recette, 10-15 minutes avant de le mettre directement dans notre plat, puis on va avoir plus de bénéfices au niveau des bénéfices de l'ail. La moutarde, c'est effectivement très antioxydant et le paprika aussi. Parfait. Bien, la semaine prochaine, tu nous parles de diversité.
Oui, Donc, c'est effectivement. ça? Bon, de variété. De variété, de diversité. Donc, à la semaine prochaine, Marie-France. Merci. Le club de cyclistes Espoir Laval Primo Vélo est l'un des plus importants clubs cyclistes de compétition au Canada et est très fier d'annoncer la nomination de David Hanso à titre d'entraîneur dans la catégorie développement. David sera responsable de l'encadrement sportif de plus de 150 athlètes âgés de 5 à 6 ans. Il sera également responsable du respect des objectifs de la mission club, à savoir le développement à long terme et ses athlètes et le respect d'une éthique sportive. Sa nomination à titre d'entraîneur-chef est de retour aux sources puisqu'il a évolué au sein du club ces années du développement. David se dit très heureux de joindre à nouveau cette grande famille de Espoir Laval afin de partager sa passion avec ce sport pour les jeunes et avec toute l'équipe d'entraîneurs déjà en place. Il veut assurer le développement à ces jeunes athlètes dans un esprit de saine compétition et de les inciter à intégrer une saine habitude dans leur vie personnelle. Alors bravo David pour ton nouveau titre d'entraîneur, lâche pas et bon travail. De retour en studio avec Jade Lacroix-Lauzon, gérante chez Maeva Surf. Jade qui est à la fois athlète de flowboard et même professionnelle puisqu'elle a remporté la 3e position lors du dernier championnat des femmes qui a eu lieu en 2013, ce qui fait d'elle la première femme québécoise qui a monté sur le podium. D'abord, Jade, félicitations. Ben oui, bravo, bravo. Ben oui, bravo. Écoute, puisque tu es également une athlète de flowboard, on aurait aimé aborder avec toi différents aspects que les athlètes peuvent passer à travers une carrière. Parce que toi, je crois que ça fait pas si longtemps que ça que tu fais du flowboard. Non, effectivement. Mais dans le fond, j'ai débuté quand j'ai commencé à travailler chez Maeva Surf, quand ça a ouvert. En 2010, c'est ça? En 2010. Décembre 2010. Décembre 2010. Très bon. Donc, ça fait 4 ans, dans le fond, que je fais de la compétition un peu dans ce sport-là. Donc, ça fait justement 4 ans que j'en fais, tandis que d'autres personnes que j'ai été au championnat du monde, ça fait déjà plusieurs années qu'ils en font. Donc, tu dois avoir à ce moment-là un peu un bagage sportif qui t'a amené à bien performer assez rapidement dans ce nouveau sport-là. Oui, effectivement. J'ai fait beaucoup de planches à neige étant jeune. J'ai aussi fait de la gymnastique artistique. Donc, 2 sports qui travaillent beaucoup l'équilibre, qui est quand même assez bon à avoir quand on fait de la planche de flowboard chez nous. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans cette progression-là. Il y a une certaine progression, une certaine volonté de s'améliorer. C'est ça. Okay. Plus que j'en faisais, plus j'étais je vais essayer tel truc, je veux faire comme lui, je veux faire comme elle. Donc, c'était tout le temps des choses qui me motivaient à vouloir continuer plus dans le sport. Là, tu es chanceuse parce que le centre Maeva Surf est à ta portée, tout près de toi. Mais c'est quand même un sport qui nécessite des grandes infrastructures. Donc, est-ce que tu crois que ça serait difficile pour plusieurs personnes de s'initier à ça parce qu'on n'a pas nécessairement... C'est sûr que ça demande d'avoir la machine. Mais en tant que tel, plus qu'on progresse avec l'entreprise, plus qu'on découvre des nouvelles manières, justement, de faire progresser le monde. Donc, on s'adapte toujours, on crée des nouvelles formules, justement, pour que le monde puisse venir facilement se pratiquer. Donc, c'est sûr, c'est pas une activité qui est quand même donnée. C'est une activité qui est différente. Mais avec les nouvelles formules qu'on amène de surf libre, qu'on appelle, ça nous permet vraiment de pouvoir venir plusieurs heures se pratiquer et justement de progresser rapidement. Les moniteurs sont vraiment là pour aider le monde à apprendre des nouvelles choses, donc qui se dépassent eux-mêmes, c'est ça. Oui, se perfectionner tout ce qu'on veut, les mouvements, les trucs, les virages, donc ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Justement, quels sont les éléments qui sont considérés ou qui sont jugés? Est-ce que c'est un sport qui est... Oui, c'est un sport qui est jugé. Okay. Une compétition, comment ça fonctionne? C'est qu'on a trois manœuvres, mais 3 descentes à faire sur la vague. C'est des comptes de 45 secondes en général et on doit démontrer tout notre bagage de mouvements qu'on est capable de faire sur l'eau. Donc, ils vont évaluer le style, l'aisance sur la vague, les déplacements, les trucs qu'on va être capable de faire. Donc, plus qu'un truc est gros, plus qu'il est poussé, dans le fond, niveau technique. Difficulté. Donc, tout ça va être pris en compte dans la note. Donc, une personne qui fait seulement se déplacer en virage sur la vague
ben, il va avoir moins de points qu'une personne qui est capable de faire un kickflip, exemple. Donc, c'est tout par rapport à ça. Il faut aussi démontrer un certain style sur la vague, montrer qu'on est à l'aise. J'imagine que toi, tu dois être stylé au bout sur la vague puisque tu as remporté la 3e position au championnat. Je commence, oui. Parlons. Ah, vas-y, Excuse-moi, Michel. qui seraient les leaders, justement, peut-être au niveau international? Ben, en ce moment, c'est pas mal tous des Américains parce que le sport vient des États-Unis et ça fait 20 ans que ça existe là-bas. Donc Ici, c'est un peu émergent, là, ça commence tranquillement. Donc, en ce moment, les gros noms, on va les appeler comme ça, c'est des personnes de la Floride en général. J'ai Sean Silveira, qui est le champion du monde actuel. Ça fait 5 années consécutives qu'il est champion du monde. Il y a Nick Wynn, qui est champion du monde en bodyboard. Et il y a Xena Nash, qui est la championne du monde. Elle a seulement 16 ans. C'est un pur talent, cette fille-là. Elle a toujours fait ça de toute sa vie, pratiquement. Elle fait que ça, du sport sur le flowrider, dans le fond. Fait qu'elle est assez impressionnante à regarder. Donc, c'est vraiment un exemple à regarder à son âge, d'être aussi forte que ça. C'est très impressionnant. Et toi qui étudies en éducation physique, en l'enseignement de l'éducation physique, quel serait, selon toi, l'aspect le plus difficile à enseigner à quelqu'un qui débute dans le flowboard? Ça dépend de chaque personne. Donc, c'est sûr qu'une personne qui n'est pas à l'aise avec les sports de planche ou qui n'est pas à l'aise avec l'eau, ça va être de donner confiance. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer en premier, c'est la confiance à apporter à la personne pour qu'elle soit à l'aise. Donc, une fois que cette confiance-là, elle est gagnée, bien là, on va pouvoir vraiment travailler son équilibre. Ça va être le gros point après ça à amener. Donc, c'est vraiment la technique sur la planche qui va être le plus difficile à enseigner à une personne qui n'a jamais fait de sport de planche. Mais sinon, en général, le monde va vraiment s'adapter rapidement. Donc, La maîtrise en soi, elle est quand même assez rapide. Oui. Okay. En terminant, qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur de ta carrière? Bien, de continuer à progresser dans le sport et essayer de peut-être être encore championne canadienne pour les prochaines années. Avec tout le style que tu as sur la vague, je suis sûre. Je vais continuer à me styler. On te le souhaite, puis merci d'avoir été là. Bien, merci beaucoup à vous. Merci, bonne chance. Du côté hockey, le hockeyeur lavallois Vincent Desharnais poursuit sa route vers l'objectif ultime de se fixer pour endosser un chandail de la LNH. Le joueur de 6 pieds, 6 pouces, 207 livres poursuit son apprentissage dans l'Ouest canadien et figure à nouveau cette année dans le palmarès de la centrale de recrutement de la LNH au 208e rang. L'athlète lavallois de 18 ans ne semble pas trop s'emballer. Et trop rapidement, il a dit aux journalistes que oui, c'est un prestige, mais cependant, il est encore loin du but et d'enfiler un chandail de la Ligue nationale de hockey et de jouer dans le circuit. Même s'il n'est pas repêché l'été prochain dans le club de la LNH, Desharnais entend poursuivre avec la NCAA, avec les universitaires américains. La formation de la Ligue nationale de hockey ont 4 ans pour s'entendre avec eux. Eh bien, Vincent, on te souhaite de porter un chandail de la LNH le plus rapidement possible. Alors, passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où cette semaine, on regarde les 4 P de la performance. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'identifier des éléments qu'on peut retrouver dans la réussite, qu'elle soit sportive, qu'elle soit en affaires, qu'elle soit personnelle, en emploi. Donc, est-ce qu'à travers les réussites, à travers les exploits, on est capable d'identifier des caractéristiques qui vont nous permettre d'atteindre de hautes performances ou de réussir de très grands exploits? Vous pouvez regarder une plénitude de recherches qui ont été faites, que ce soit au niveau du milieu sportif, au niveau du milieu des affaires, de l'entrepreneuriat. Vous êtes capable de trouver, et j'ai ciblé les 4 P de la réussite. Premièrement, le premier P, c'est la passion. Notre invitée de cette semaine, elle participe à des compétitions, elle pratique un nouveau sport, mais elle travaille aussi dans le même environnement. En quelque part, elle est habitée, elle aime énormément ce qu'elle fait. Donc, elle est habitée par la passion de son activité ou de son sport. À la base, si on veut réussir, si on veut bien performer, il faut aimer ce que l'on fait, il faut faire ce que l'on aime aussi. Donc, quelles sont nos motivations? Pourquoi on veut participer à un sport? C'est aussi un élément et des questions importantes à se poser pour être dans un environnement, dans un sport qui nous passionne, qui nous motive. L'autre P, le deuxième P, c'est la personnalité. Est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on est
capable d'être critique et objectif dans notre évaluation. Quelles sont nos petites lacunes, quelles sont nos forces surtout, et nos petites lacunes qu'on va peut-être être capable d'aller chercher un support ou un soutien pour venir combler ces lacunes-là. Donc, dans une perspective de progresser, dans une perspective de performer, il faut être en mesure de bien se connaître, de bien connaître nos forces, nos lacunes et d'avoir une idée bien objective de notre personnalité. Troisièmement, le troisième P, le plan. Pour réussir, pour performer, pour atteindre des niveaux de haute performance, il faut planifier. Il faut faire en sorte que souvent on a l'impression que les gens vont réussir parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont des connaissances, des connexions, des contacts. Mais à vrai dire, les grandes réussites, les grands exploits ont été planifiés. La réussite, elle se planifie. Il faut réellement identifier étape par étape les objectifs qu'on a à atteindre, le cheminement, le processus vers lequel on doit se rendre et ne pas avoir peur, avoir l'audace de nos aspirations, ne pas avoir peur de se fixer des objectifs qui vont nous amener à sortir de notre zone de confort et à vouloir mieux performer ou bien réussir. Et le dernier P, le quatrième P, notre dernier P, c'est la persévérance. Peu importe, souvent, on a l'impression qu'on voit la réussite, on voit l'exploit, mais on n'a pas vu tout le travail que ça a pris, tous les échecs qu'on a rencontrés ou que cette personne-là a rencontrés pour atteindre ce niveau de performance-là. Donc, en quelque sorte, il faut être patient, il faut avoir la persévérance, il faut être capable d'aller au bout de nos aspirations et de relever ces défis-là. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le succès, c'est de tomber 7 fois, mais de se lever une 8e ». Donc, je pense que si on est capable de faire preuve de persévérance, d'aller au-delà de nos premiers échecs, on risque d'atteindre des niveaux de haute performance. Donc, vous voulez souhaiter ces habiletés-là chez vous, vous souhaitez développer ces habiletés-là chez vous, vous voulez avoir un soutien dans votre réussite, vous visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Au tennis maintenant, l'espoir canadien, la joueuse Charlotte Robillard-Millette a représenté son pays à la Fed Cup qui se déroula au PEPS de l'Université Laval à Québec. La Blainvilloise de 16 ans qui s'est entraînée au Tennis 13 Laval a reçu l'appel de Tennis Canada à la suite du retrait de la 7e raquette mondiale, Eugénie Bouchard. Et Eugénie a préféré participer au tournoi d'Anvers en Belgique. Charlotte, qui faisait donc partie de l'équipe de l'Unifolie avec Françoise Abanda, Sharon Fishman et Gabriela Dewanski, ils ont disputé leur match contre la République tchèque, qui ont été privés de leurs 2 meilleures joueuses lors du premier tour au tournoi de Taralgon en Australie. Malgré la défaite contre la République tchèque, Charlotte Robillard-Millette a pris beaucoup d'expérience lors de cette compétition. Donc, Charlotte, on te souhaite bonne chance dans tes prochains tournois. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sport Neuf Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio ainsi que nos invités. Merci à toi, Michel. Merci, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Et en terminant, on vous pose notre question de la semaine. Avez-vous déjà fait du flowboard? Répondez oui ou non à notre question sur notre compte Twitter à Sport Neuf Laval. Toi, Michel, est-ce que tu en as déjà fait? J'ai déjà eu l'expérience d'aller au Maeva Surf, en effet. Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute une expérience, en effet. Raconte-moi ton expérience. Non, mais c'est vrai, un peu comme Jade l'a expliqué, il y a vraiment une progression qui est faite. On est mis en confiance dès le départ. Puis moi, j'ai aucune expérience, ni snow, ni planche à roulettes, skateboard. Donc, j'ai fait du ski. C'est sûr que moindrement qu'on a une expérience sur des planches, ça nous aide, mais assez rapidement. Je suis allé jusqu'à la corde. Tu es en train de donner des excuses, c'est ça? Oui, une fois qu'on laisse tomber la corde, pour moi, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais c'est correct, au moins tu as essayé. Exactement. Toi, est-ce que tu as Moi, visité? non, j'ai visité le centre. Ouais. Je sais qu'on a ce centre à Laval, mais je n'ai jamais essayé. Je dois t'avouer que j'ai eu ma phase skaters, comme on dit, quand j'étais plus jeune. Donc, je me promenais avec ma planche à roulettes dans les rues de Laval. Mais c'est quelque chose que je compte très bien aller essayer d'ici peu. Donc, gênez-vous pas à venir répondre à notre question. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.